Après, donc, j'ai des applications. Donc, les domaines des d'application de ce type de réseau, il est très, très, très important. Donc, j'ai trouvé des applications qui concernent la reconnaissance des caractères manuscrits. Donc, à partir, c'est le caractère manuscrit, il est présenté sous format d'une image en entrée et le réseau, il va répondre, c'est-à-dire à la sortie, est-ce que c'est le caractère présenté ou non? C'est-à-dire, on peut prendre, c'est-à-dire un seul neurone de sortie de la couche de full connected, qui nous donne par exemple 0 lorsqu'il s'agit de la bonne, c'est-à-dire objet présenté, c'est-à-dire le caractère manuscrit. Sinon, par exemple, c'est 1. Aussi, une application de détection de l'objet dans une image, qui est très important. C'est-à-dire, nous avons une image, on va prendre une fenêtre, c'est-à-dire une fenêtre, c'est ça, de largeur, c'est-à-dire de largeur, par exemple, elle n'est pas fixe au début, donc je vais prendre, c'est-à-dire une largeur d'une fenêtre au hasard, aléatoire, et je vais essayer de balayer l'image. Et à chaque position, je vais de l'image, c'est-à-dire d'entrée du réseau, je vais appliquer, c'est-à-dire le réseau convolutif. Donc, à la sortie, il va donner est-ce qu'il s'agit c'est-à-dire de l'objet ou non. Est-ce que c'est l'objet qui est présenté à l'entrée ou ce n'est pas l'objet. Et après, donc, comme conclusion, j'ai présenté les avantages du réseau convolutif. Donc, c'est un réseau qui fait l'extraction des caractéristiques, pas comme les autres réseaux. Et c'est un réseau, c'est-à-dire qui utilise des fonctions qui sont mathématiques, qui sont simples, c'est-à-dire la convolution, max pooling, softmax pour la couche de full connected, mais il présente un inconvénient. Alors, l'inconvénient de réseau convolutif, c'est lors de la rétropropagation, c'est-à-dire du gradient. Donc, on voit qu'il y a c'est-à-dire le gradient, il tend vers 0. À certains moments, c'est-à-dire le réseau devient, c'est-à-dire ne devient pas performant. Donc, c'est pour cela qu'il y a d'autres réseaux qui vont résoudre ce problème, comme le réseau ResNet, qui est un réseau qui utilise, je ne sais pas, un retour. C'est-à-dire, il essaie de rappeler le réseau avec une information, l'information via l'image qui a été présentée à l'entrée du réseau convolutif. Et merci. Bonsoir. Bonjour, oui. Je voulais vous demander, le réseau convolutif, il appartient au clustering ou bien aux classifications? Normalement, les réseaux convolutifs, ils ont été introduits au début pour la classification, mais ils peuvent aussi être utilisés pour d'autres objectifs. C'est la manière un peu de parcourir une image qui se fait à l'aide des réseaux convolutifs. Ça ne décide pas de qu'est-ce que je vais faire de cette image. D'ailleurs, il y a un concept qui, ces derniers temps, est en train de devenir intéressant, c'est que l'essentiel du réseau convolutif, c'est de créer à partir d'une image une représentation de l'image. Et on a commencé à parler depuis un certain nombre d'années, mais ça devient beaucoup plus intéressant aujourd'hui, c'est du representation learning, c'est l'apprentissage de représentation. Le plus important lorsque je traite par exemple des images de chats, le plus important, c'est que le réseau de neurones arrive à extraire à partir des exemples, images, une représentation du concept de chat. Et cette représentation, elle est résumée dans la dernière phase de la fully connected, d'accord, avant d'appliquer la softmax, c'est-à-dire la dernière couche, elle résume l'ensemble. Parce que la dernière couche, le dernier vecteur, je peux le montrer dans la présentation de l'OCDE, même si ça a été modifié. C'est au niveau de la dernière couche, la dernière couche flattened,
la dernière couche que vous voyez ici, en vert, elle résume toute l'image de début, le 2. D'accord? Parce qu'avant, l'image est un peu répartie dans différents cadres. D'accord? Parce que chaque convolution, chaque cadre essaie d'extraire un feature. Mais après, on met tout ça dans un vecteur. C'est ce vecteur, à la fin, qui résume et réduit et extrait l'essentiel de ce qu'est l'image. Et à partir de cette dernière image, on fait la softmax pour sortir des probabilités qui peuvent être utilisées dans la classification. Mais je peux les utiliser pour le clustering ou autre chose. Donc, aide les points verts, aide les petits cercles verts, c'est le résumé de tout ce qu'on a fait, toutes les opérations, et c'est la représentation qu'on se fait d'un chat, du concept de chat. L'autre application aussi, Jawed, oui. Oui, c'est ça. L'autre application sur la détection d'un objet sur l'image, aussi, elle est très importante. Oui, c'est vrai. Donc, oui, il se base sur ce qu'on appelle, c'est-à-dire Windows, les détections, c'est-à-dire fenêtre de détection. C'est-à-dire, est-ce qu'il choisit une fenêtre de balayage, c'est-à-dire qui n'est pas en relation avec le filtre, et il essaie de déplacer cette fenêtre dans l'image qu'on cherche, c'est-à-dire à analyser. Et dans chaque zone, on fait appel au réseau convolutif pour dire est-ce que l'objet existe dans cette zone ou non. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il passe à l'étape de l'apprentissage. Le réseau convolutif, Je viens de vous envoyer le... Merci. Vous avez la présentation, oui. Donc, les réseaux convolutifs, ils sont très intéressants, quel que soit, dans beaucoup d'applications. D'ailleurs, et on ne peut pas travailler sans les réseaux convolutifs aujourd'hui, pour les raisons que le professeur a présentées, a dit, le fléau de la dimensionnalité, la perte de la sémantique de l'image, et donc, on ne peut pas identifier des objets dans une image si on n'utilise pas ce genre d'approche. Donc, ce n'est pas un luxe, c'est indispensable. La voiture autonome ne pourrait pas marcher si on n'a pas ce genre de réseau convolutif. Ou autre chose qui vont venir. Mais aujourd'hui, les réseaux convolutifs, ils sont... Et même parfois, lorsque j'en change certains des algorithmes, par exemple, même avec ResNet, d'accord, ou avec... je continue à utiliser les réseaux convolutifs. Et avec les ODI-net, etc., donc qui se basent sur les... On peut améliorer le réseau de neurones, mais on travaille toujours avec des filtres qui essaient d'extraire les patterns, etc., et de les assembler à l'aide des polynes pour qu'à la fin, j'ai une représentation de l'objet, de l'image, ou de ce qui constitue l'image, parce que, comme a dit professeur Souad, on a besoin parfois d'identifier est-ce qu'il y a un garçon, est-ce qu'il y a une plaque de signalisation, pour la voiture autonome, est-ce qu'il y a des passants qui traversent la route. Donc, on doit identifier l'objet, l'existence ou l'absence d'objet dans une image. Pour ResNet, M. Jawed, c'est un réseau convolutif. Donc, il vient pour résoudre le problème, c'est-à-dire le problème. En plus, on ajoute le rappel, comme vous avez dit. C'est ça, le vanishing gradient. Voilà, donc il introduit des connexions raccourcies. Il ajoute des connexions. Voilà. C'est-à-dire que dans un réseau de neurones standard, on a la première couche et puis la deuxième couche qui est obtenue à partir de la première par la fonction linéaire, la matrice, et puis par la fonction d'activation. Et puis la troisième couche est obtenue à partir de la deuxième. Et on continue ainsi. Mais avec le ResNet, qu'est-ce qu'on fait? Au bout de, par exemple, la première couche, de la même manière, on l'obtient à partir de la première, mais le résultat, on lui ajoute la première couche. C'est-à-dire, nous avons par exemple la première couche qui est X, on utilise X1, la première couche, pour obtenir la deuxième couche X2, en utilisant un peu la convolution linéaire, et puis relu, et pouline, etc. Mais le résultat, on lui ajoute la première couche. Donc,
Mais cela nous oblige à avoir des couches de même taille, puisqu'on va faire la somme. Donc, les couches doivent avoir le même nombre de neurones. Classiquement, bien sûr, il y a des gymnastiques parfois qui sont utilisées. Donc, ResNet, c'est aussi une autre révolution des réseaux de neurones qui permettent d'empêcher le fait que le gradient s'annule. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou on passe à la… Oui, OK. Est-ce qu'il passe l'étape de prédiction, l'étape d'apprentissage? Pardon? L'étape d'apprentissage. Oui, mais le réseau de neurones convolutif, oui, bien sûr, il est utilisé pour… il est entraîné lui aussi. C'est ça la question? Il est entraîné, voilà. Oui, oui. Il est Est-ce qu'il entraîné. fait l'entraînement aussi? Par exemple, pour un problème de classification, et ça, je pense, ça a été dit aussi par le professeur Souad, Oui. lorsque il y a les filtres au début, c'est quoi l'apprentissage dans le contexte des réseaux convolutifs? C'est c'est créer les filtres. Les filtres que l'on met au début dans un réseau convolutif, ils sont initialisés aléatoirement. Exactement. Donc, il n'y a rien dans les filtres. Donc, le réseau ne peut pas détecter, par exemple, s'il y a un chat ou un chien dans l'image, ou reconnaître ou faire la classification, ou faire le clustering, comme on a dit. C'est-à-dire, il n'a pas de connaissance sur il ne peut pas traiter l'image. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, qu'est-ce qu'on fait au début? On passe par une phase d'apprentissage dans laquelle on lui donne des images de chat et on lui dit ça, c'est un chat. Et puis des images de chien, ça, c'est un chien. Ou bien les chiffres manuscrits de Yann Lequin. D'accord? Et ils s'entraînent. Bien sûr, l'entraînement, il est un peu… il y a des formules mathématiques un peu difficiles parce que c'est pas… Parce qu'il y a un parcours à l'aide de filtres, mais les formules sont connues. C'est pas quelque chose d'accord. Les réseaux convolutifs aujourd'hui, c'est standard. C'est pas quelque chose de… Mais c'est quelque chose d'indispensable. Standard, mais indispensable. On doit les comprendre. Donc, les filtres, dans la phase d'entraînement, les filtres sont créés. Et ils correspondent… Au début, on initialise. On fait une initialisation des filtres, mais bien sûr, on fait une classification supervisée. C'est-à-dire, nous avons un set ou bien un ensemble, c'est-à-dire d'images ou bien de données, c'est-à-dire dans le cas de classification, qui sont étiquetées. Et à partir de ces données, le réseau apprend. Et les poids, les paramètres sont ajustés. Et dans la deuxième phase, qui est la phase de généralisation, donc je présente n'importe quelle image et le réseau, donc il va détecter, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit de l'image présentée ou non. Et dans la phase d'entraînement, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le contexte de la classification, les filtres, ils vont s'adapter aux images qu'on leur présente. Par exemple, et à la différence entre les images. Si je lui montre un chien et un chat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir quelles sont les différences, qu'est-ce qui discrimine, quels sont un peu les caractéristiques discriminantes entre les chats et les chiens, et il va les mettre dans les filtres. Et d'ailleurs, les gens, ils visualisent le contenu des filtres. Ils peuvent les visualiser. Ils peuvent visualiser les filtres et on voit surtout vers la fin, quand on prend la Fully Connect, la dernière, on voit qu'il y a là-bas une image d'un chien un peu conceptualisée d'une certaine manière, abstraite, et l'image d'un chat pour qu'ils puissent les détecter. Mais comme on a dit au début, les réseaux convolutifs ne sont pas utilisés uniquement pour la classification. Par exemple, quand on utilise les smartphones et quand on envoie une image qui est récupérée ailleurs et affichée rapidement, c'est qu'il a été traité par quelque chose qui ressemble à un auto-encodeur. Et là, c'est un apprentissage non supervisé, c'est-à-dire pendant l'entraînement, l'ordinateur va prendre des images qui ne sont pas forcément labellisées, mais il va essayer de reproduire la même image. D'accord? L'utilisation, elle peut être très variée. Pas seulement pour la classification, c'est pour le clustering, pour
la réduction de la dimensionnalité, ou la recherche de variables latentes qui décrivent quelque chose. D'accord, c'est beaucoup plus général. Mais l'essentiel, c'est qu'on utilise les réseaux convolutifs parce qu'ils permettent de garder la sémantique de l'image, donc le sens de l'image. Un œil, c'est un œil, donc on peut l'attraper par un filtre ou par une succession de filtres. Et puis, il permet aussi d'enlever le bruit. Mais il permet aussi d'éviter le fléau de la dimensionnalité. Et aussi, elle permet de créer quelque chose d'abstrait. Le pooling, etc. Tout ce qu'on fait, c'est pour ne garder de l'image que le concept d'image. Pas l'image, pour qu'il n'y ait pas d'overfitting. Il y a aussi le dropout qui est utilisé. Donc, c'est indispensable et ça s'utilise pratiquement partout. Pas seulement pas pour une fonctionnalité, pas seulement pour la classification, pas seulement pour l'apprentissage non supervisé et pas seulement pour le clustering. Et bien sûr, les réseaux convolutifs, ils sont très, très intéressants. Et le concept de convolution, il n'est pas seulement utilisé pour les images, mais pour un peu partout. C'est un concept très intéressant. D'ailleurs, même dans les séries temporelles, lorsqu'on a des données qui évoluent dans le temps, par exemple les cas de Covid ou bien l'évolution des cours à la bourse ou les problèmes ou la prédiction de la météo, même dans ce genre de problème, on peut utiliser les réseaux convolutifs. Au lieu de parcourir l'image, on parcourt le temps. Donc, soit on utilise les réseaux RNN, soit on peut utiliser les réseaux convolutifs. On peut aussi les utiliser dans le cadre des graphes aussi. Donc, les graphes, les GNN, on peut aussi utiliser la convolution pour parcourir les nœuds d'un graphe. Ça peut aussi être utilisé avec le langage, le NLP, donc Natural Language Processing. Là encore, on peut utiliser les réseaux convolutifs pour parcourir une séquence, lorsqu'on a une séquence. Et donc, on peut aussi les utiliser pour les signaux physiques ou différents, ou signaux multimédia. Donc, on peut utiliser les CNN.